Il y a beaucoup de pays qui ont connu des coups d'État, donc le Mali, le Burkina. Donc il y a des pays même qui sont endémiques à ces genres de coups d'État et de régime militaire. Donc moi je peux dire que ça traduit juste un échec des systèmes démocratiques qui à répondre même aux besoins des populations. Donc ça va en fait créer un cycle d'instabilité et d'insécurité. Donc la solution, ça va passer par en fait le renforcement de la légitimité des institutions publiques et aussi une meilleure gouvernance. Donc les régimes militaires, donc en fait, eux, ils s'appuient plus sur la répression et la centralisation du pouvoir. Et on peut donner plusieurs exemples pour ne pas citer des pays. Et aussi, ils aggravent souvent les problèmes qu'ils prétendent résoudre. Bonsoir à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Ici your boy Habib Sall. Bienvenue pour un nouvel épisode du Cercle d'Influence Podcast, votre cercle qui s'inspire à inspirer avant d'expirer. Aujourd'hui, c'est avec un grand honneur que je reçois sur le Cercle d'Influence Podcast mon cher Iliman Sall, qui est fondateur de Khamkham Consulting et directeur exécutif de l'Académie de la Paix. Expert en consolidation de la paix, désarmement, démobilisation et réintégration, expert en droit international et droit des conflits armés. Il a été déployé par l'ONU au niveau de Darfour et en Casamance pour des opérations intérieures de maintien de la paix. Alors, Iliman, bienvenue au cercle. Bienvenue, Habib. Merci beaucoup. En tout cas, le plaisir est pour moi. Ça fait un petit moment qu'on essaye d'organiser ce petit podcast. Donc, je suis vraiment honoré de ta présence. Pour les gens qui nous écoutent et qui nous regardent, est-ce que tu peux nous parler brièvement de toi, de ton enfance et de ton parcours avant qu'on entre dans le vif du sujet? D'accord, donc comme vous l'avez dit dans la présentation, donc c'est Iliman Sall. Donc je dirais que mon parcours est une exploration entre stratégie, humanité et résilience. Donc je suis natif de Thiès. J'ai très tôt appris que le savoir et l'action doivent marcher main dans la main. Donc j'ai appris ça de ma grand-mère maternelle. Donc c'est cette conviction qui m'a un peu conduit à naviguer entre des terrains variés. Donc comme tu l'as évoqué tout à l'heure, donc déjà après mes études, j'ai eu à intégrer les forces armées sénégalaises en tant que sous-officier. Donc j'ai fait les théâtres d'opération comme le Soudan, donc sous la bannière de l'ONU. Et j'ai aussi fait la Casamance pendant 7 ans. Donc ça, c'est un de mes parcours. Aussi, ma carrière aussi est un peu bâtie sur un équilibre technique. Donc je suis informaticien de formation. Donc j'ai eu mon master en réseau télécom et stratégie digitale. En même temps aussi, j'ai fait tout ce qui est sciences économiques et gestion. Donc là, je me suis reconverti après l'armée. Donc j'ai créé Khamkham Consulting, donc qui est un cabinet de consultance, d'expertise et de formation spécialisé en défense, paix et sécurité. Donc depuis 2020, on accompagne des organisations dans les domaines aussi critiques que la consolidation de la paix, la sécurité, mais aussi la coordination dans les zones sensibles. Donc, juste pour résumer, je peux dire que chaque étape de mon cheminement reflète ma devise personnelle, donc qui ose gagne. Donc, pour moi, c'est plus qu'un mantra. Voilà, c'est un engagement à oser transformer les défis en opportunités, avec rigueur, mais aussi avec respect. Donc, brièvement, c'est ce que je peux dire de ma personne. On en parlait un peu en off là, sur ton expérience à Darfour, parce qu'on se disait en off tout à l'heure que ça demande beaucoup de courage et d'abnégation et de détermination pour accepter d'être déployé dans des zones aussi dangereuses comme le Darfour, surtout en plein milieu du conflit militaire et politique qui oppose les deux pays en question. Donc, comment était ton expérience à Darfour et ton expérience aussi en Casamance et quelles sont les leçons, si j'ose dire, tirées de ces expériences-là qui peuvent être parfois lourdes, lourdes sur le plan santé et sur le plan aussi mental, quoi. Effectivement.
Bon, comme tu l'as évoqué tout à l'heure, bon, la vie militaire, c'est pas facile. Donc, le fait de se déployer dans des théâtres d'opération, donc ça a un coût. Donc, ça a un coût sur le plan surtout psychologique. Mais heureusement, on est préparé en tant que militaire, on est préparé à être déployé dans ces genres de théâtre. Donc, d'où l'intérêt de la formation. Donc, je peux dire que l'expérience que j'ai eue dans ces différentes théâtres, c'est que toujours il faut bien se préparer. Parce que comme chez nous, les militaires, on dit qu'il y a 3 phases de la manœuvre. Il y a la préparation, il y a l'exécution et il y a la réarticulation. Donc, en tant que professionnel, donc si on est bien préparé, donc l'exécution, quelle que soit la situation, ça sera facile entre guillemets pour nous. Donc, on aura le temps de pouvoir réarticuler. Voilà. Donc, toutes ces expériences m'ont permis de mieux prendre en compte l'aspect paix et de savoir que la paix, en fait, est comprise dans un concept qui est multidimensionnel. Voilà, c'est en fait l'expérience que j'ai eue dans ces différents théâtres d'opération. La paix, l'une des raisons pour lesquelles je tenais vraiment à t'avoir sur le podcast, c'est pour qu'on puisse parler un petit peu de la paix de manière générale, mais aussi de tous les changements qui sont en train d'être opérés sur le plan sécurité et militaire, surtout en Afrique de l'Ouest, l'Afrique subsaharienne, mais aussi dans le monde avec l'arrivée du nouveau président américain, le conflit Israël-Palestine, Ukraine-Russie. Mais d'abord, on va commencer par la notion de la paix. Je pense qu'on en a parlé tout à l'heure en off, c'est qu'au Sénégal, on a tellement vécu dans la paix, on a connu, la majeure partie d'entre nous, on a connu que la paix, que parfois la paix est devenue un terme qu'on prend parfois pour quelque chose d'acquis, quoi, quelque chose de normal. Alors que comme tous les deux, on sait que la paix d'habitude vient avec du sacrifice. La paix a un prix. Et même si parfois c'est difficile de quantifier ce juste prix-là, on ne sait pas encore quel est le prix normal à payer pour obtenir la paix. Il y a combien de conflits ou de morts qu'il faudra pour revendiquer en fait son autonomie ou sa souveraineté ou sa paix intérieure et territoriale. Donc, est-ce que tu peux expliquer un petit peu sur le plan stratégie militaire, politique, sécurité, défense, la notion de paix, ses différentes dimensions et comment en fait ce qui se passe ailleurs dans les zones les plus défavorisées ou les plus dangereuses peuvent à tout moment se répercuter même dans les pays les plus safe, les plus sûrs du monde, quoi. D'accord. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc la paix, c'est comprise entre un concept qui est multidimensionnel. Donc, si je te posais la question, qu'est-ce que c'est que la paix? Donc, automatiquement, tu allais me dire que c'est l'absence de guerre. Donc, c'est la réponse, en fait, De guerre, ouais. voilà, de la majorité des gens. Alors que la paix est Ouais. plus profond que ça. Donc, c'est comme l'électricité. Il y a le pôle positif et le pôle négatif. Donc, la paix aussi, selon le concept de Juan Galton, il dit que la paix, c'est d'abord la paix négative. Donc, la paix négative, c'est quoi? Ça représente l'absence de violence. Et quand on parle de violence, c'est la violence directe. Voilà, c'est la violence directe. Donc, dans le cas des cessez-le-feu, donc là, on peut dire qu'il y a une paix négative. Mais cette paix-là, ça reste fragile. Parce que si les causes même les causes profondes, je peux dire, de ces conflits ne sont pas traitées, donc ça peut amener à d'autres violences. Voilà. Donc ça, c'est l'aspect paix négatif. Donc ensuite, il y a ce qu'on appelle la paix positive. Donc là, la paix positive, ça va en fait au-delà même de tout ce qui est élimination des injustices. Donc, qui sont des injustices la plupart structurelles. Et là, il faut en fait promouvoir tout ce qui est justice sociale, équité et développement durable pour pouvoir éliminer tout ce qui est injustice structurelle. Donc ça, on parle plus de paix positive. Donc ça, c'est un peu, si je peux donner la définition même de la paix, donc je peux dire que la paix, c'est paix négative plus paix positive. Donc les deux font la paix. Donc juste pour dire que pour qu'un pays puisse avoir la paix en tant que tel, ça sera très difficile.
Voilà, donc il y a aussi des dimensions. Donc la paix aussi a des dimensions. Parce que si on prend en compte le Sénégal, donc on voit il y a une dimension qui est culturelle et religieuse de la paix. Donc qui fait l'importance même un peu des valeurs, des traditions, mais aussi des pratiques dans tout ce qui est résolution de conflits et aussi réconciliation communautaire. Voilà, donc il y a eu plusieurs échauffourées qui se sont passées au Sénégal. Donc si on n'avait pas cette dimension culturelle de la paix, donc le Sénégal peut-être allait sombrer. Donc ça, c'est un peu l'aspect culturel. Donc et aussi, il y a ce qu'on appelle la dimension un peu structurelle, parce que la paix aussi, ça implique des réformes des institutions. Donc pour qu'il y ait une paix, il faut au moins qu'il y ait des institutions. Donc pour qu'il y ait pour plus éliminer tout ce qui est inégalité systémique, mais aussi garantir tout ce qui est droit, donc droit équitable pour tous. Parce que les droits de l'homme aussi, c'est fondamental pour qu'un pays puisse avoir une paix. Voilà, aussi ce que pour terminer, je peux dire que aussi il y a un aspect post-conflit, parce que dans certains cas où il y a la paix post-conflit, donc déjà il y a la guerre, et donc on est en période post-conflit. Donc il s'agit là un peu de reconstruire des infrastructures, réintégrer des communautés, voilà, qui sont affectées, aussi soigner les traumatismes. Voilà, et là, c'est juste pour un peu établir une société qui est stable, mais aussi une société résiliente. Et c'est toutes ces dimensions-là de la paix que j'ai énumérées, donc c'est des dimensions qui s'entrelacent. Donc, et ça nous permet d'avoir au moins une vision un peu complète de la paix, donc qui est à la fois préventive, réparatrice, mais aussi durable. Voilà. Ok, je vois. En même temps, c'est bien expliqué. Donc, la paix positive et la paix négative. Et donc, si je résume bien, c'est que la paix négative, c'est la violence directe. Et une fois, si en absence Voilà, c'est de l'absence de violence violence directe. directe, là, on peut Mhm. s'il y a l'absence de violence directe, là, on peut maintenant se concentrer sur la paix positive qui consiste en fait à mettre Mhm. en place des verrous institutionnels et organisationnels dans le but Mhm. en fait de perdurer Mhm. cette paix-là positive, quoi, d'intégrer tout le monde et de faire sorte que la violence ne réapparaisse pas, quoi, si je comprends bien. Mais Effectivement. est-ce que c'est possible d'avoir, Effectivement. en fait, est-ce que c'est possible pour un pays de regrouper toutes ces dimensions de la paix en question? Est-ce que c'est possible de retrouver la paix ultime? Bon, comme je l'ai dit, c'est pas facile. Voilà, mais Ok. toujours Ouais. voilà, il y a ce qu'on appelle l'aspect préventif. Il y a l'aspect préventif donc de la paix. Donc un pays qui n'a jamais connu la guerre, donc il peut s'appesantir sur l'aspect préventif. Il y a aussi l'aspect réparatrice de la paix. Voilà, et aussi après les conflits, il faut essayer de faire cette durabilité là pour qu'il n'y ait plus de conflits. Voilà, mais avoir une ultime comment dirais-je même, une ultime action de la paix, c'est pas facile. C'est pas facile. Ouais, je suis d'accord. En même temps, l'une de mes citations préférées, je pense que c'était une citation j'ai oublié l'originaire et le propriétaire de cette citation, mais c'est une citation qui dit, par exemple, les temps difficiles créent des hommes difficiles et les hommes difficiles Mhm. créent des temps faciles et les temps faciles créent des hommes faciles. Pour dire qu'en fait, Mhm. en fonction de notre zone géographique et de notre situation actuelle dans laquelle nous vivons tous les jours, certains pays, par exemple, qui ont connu la guerre presque toute leur vie, comme République démocratique Congo ou Palestine, tu vois que c'est des gens, en fait, qui ont appris à vivre dans des conditions atroces et qui, Mhm. par conséquent, deviennent des gens durs qui sont capables d'encaisser, alors que dans certains pays qui n'ont pas connu la guerre, ils vivent, en fait, ils prennent certaines choses pour acquis. C'est un peu comme l'Occident. Tu vois, les gens, Mhm. ils osent se plaindre sur des petits détails, alors qu'il y en a dans certains pays, en fait, ils survivent du jour au jour. Ils n'ont pas de quoi manger ni un toit. Pour dire que, en fait, ces notions de paix et de guerre aussi peuvent façonner notre personnalité et comment on voit le Effectivement. monde. Et qu'est-ce que tu penses, par exemple, de ce qui se passe là en ce moment en Afrique, surtout avec le Sénégal? Le président, je pense qu'il y a quelques semaines, il a fait une déclaration disant que désormais, dans les prochains mois, ils vont
dégager toutes les forces militaires françaises du Sénégal, parce que le Sénégal est un pays souverain et autonome et il est en mesure de défendre en fait son territoire. Que penses-tu de ce divorce militaire entre l'Afrique et la France, mais surtout le Sénégal en particulier? Oui, bon, la question, en fait, ça évoque un peu l'importance même de ce qu'on appelle la réforme du secteur de la sécurité. Donc, qui est très important pour les pays. Donc, qui nécessite là une appropriation, je peux dire, nationale même et inclusive, mais aussi un appui stratégique. Donc, dans ce contexte-là, donc, il faut un peu mettre en lumière la nécessité pour les pays africains en général, mais y compris le Sénégal, donc de renforcer tout ce qui est autonomie en matière de sécurité. Donc là, on parle de divorce entre guillemets, militaire entre la France et l'Afrique. Donc ça peut être vu comme une opportunité pour les nations africaines. Donc de repenser tout ce qui est alliance sécuritaire, mais aussi de promouvoir une gouvernance qui est plus transparente et inclusive de leurs institutions. Donc tout surtout en matière de défense. Voilà, bon. Cependant, je peux dire aussi que cette transition doit être bien gérée pour éviter des lacunes de sécurité. Voilà, parce qu'il y a aussi des cas de fragilité institutionnelle dans beaucoup de pays d'Afrique, donc qui nécessitent la plupart du temps l'appui extérieur pour stabiliser tout ce qui est aspect sécurité et voilà, sûreté. Donc, mais je peux dire que particulièrement pour le Sénégal, nous, on n'a pas ce problème. Parce que pour quelqu'un qui a pratiqué l'armée sénégalaise, donc je pense que l'armée est assez outillée sur le plan ressources humaines, voilà, pour pouvoir mettre en exergue, mettre à bien notre mission de défense nationale. Voilà. Mhm. Et moi, ce qui m'étonne dans cette histoire, c'est que, en fait, le fait que ça soit une polémique et que ça fait le tollé, en fait, sur le plan médiatique, moi, je comprends pas. Parce que, par exemple, si un pays étranger venait, en fait, envahir, je ne sais pas moi, la France ou avoir une force, une présence militaire dans un pays souverain, ce serait pas un débat si le pays en question dit, moi, je ne veux pas que des forces étrangères viennent dans mon pays. Donc, pourquoi chez nous, en Afrique, que ça reste toujours un débat du genre, pourquoi 100 ans après l'esclavagisme, 60 ans après notre indépendance, on parle toujours même quand on fait des discours pour réclamer notre souveraineté et notre indépendance, ça fait une polémique et ça fait parler tout le monde, quoi. Ça, je comprends pas, quoi. Je pense qu'on aurait, je pensais qu'on avait dépassé ce stade-là. Bon, je dirais que bon, il y a certaines personnes, je pense qu'ils ne lisent pas l'actualité, ou bien ils ne sont pas au diapason même de certains aspects. Parce que bon, la sécurité aussi, c'est pas donné à tout un chacun, ou bien à tout le monde, voilà, d'avoir des notions et des concepts. Voilà, les gens ne comprennent pas beaucoup de choses, donc comme actuellement au Sénégal, les gens sont spécialisés en tout. Voilà, mais l'aspect sécuritaire même et de défense nationale, je pense que le Sénégal a déjà acquis ça. Voilà, bon, on peut parler peut-être des autres pays africains bon, qui ont connu des guerres et voilà, où il faut faire des restructurations sur le plan de la sécurité. Donc, eux, ils ont besoin de formation, voilà, aussi de soutien de la part des nations étrangères. Mais bon, ce n'est pas une installation, c'est juste un soutien, un appui stratégique. Un Voilà. soutien, un Voilà. appui, ok. Mhm. Mhm. Et en parlant des pays qui ont besoin de ce soutien et d'appui stratégique et militaire, on a vu en fait les coups d'État qui se sont déroulés en fait en Afrique de l'Ouest, surtout par exemple Mali, Burkina, Guinée. Et on voit vraiment une augmentation de ces coups d'État-là dans notre zone en fait, en passant du régime démocratique au régime militaire. Que pensez-vous de tous ces coups d'État là, sur le plan instabilité politique et sécurité aussi, quoi, sur le plan sécuritaire? Quelles sont les conséquences néfastes qu'ils peuvent générer en termes de stabilité et de sécurité dans la région? Mhm. D'accord. Donc, bon, il y a beaucoup de pays qui ont connu des coups d'État. Donc, le Mali, le Burkina. Donc, il y a des pays même qui sont endémiques à ces genres
de coup d'État et de régime militaire. Donc moi, je peux dire que ça traduit juste un échec des systèmes démocratiques qui à répondre même aux besoins des populations. Donc, ça va en fait créer un cycle d'instabilité et d'insécurité. Donc, la solution, ça va passer par en fait le renforcement de la légitimité des institutions publiques et aussi une meilleure gouvernance. Donc, les régimes militaires, donc, en fait, eux, ils s'appuient plus sur la répression et la centralisation du pouvoir. Et on peut donner plusieurs exemples pour ne pas citer des pays. Et aussi, ils aggravent souvent les problèmes qu'ils prétendent résoudre. Voilà, donc on est là, on s'installe en tant que régime militaire, mais en fait, on ne règle pas les problèmes pour lesquels on est là. Donc la clé même, c'est d'adopter des réformes en fait politiques inclusives pour rétablir tout ce qui est confiance et aussi stabilité dans les pays africains. Voilà. Mais bon, les coups d'État, c'est pas des solutions en fait pour régler les problèmes des Africains. Ça, oui, ça, on est parfaitement d'accord. Et j'ai l'impression que c'est un cycle continu, en fait. Déjà, on a un régime démocratique qu'on élu et qui, avec les années, devient de plus en plus dictateur et commence à accaparer les ressources du pays et à créer du népotisme ou du favoritisme jusqu'à ce que les populations disent stop. Et puis, l'armée vient, il chasse le pouvoir et il s'installe. Et puis, elle s'installe. Et puis, on va passer encore quelques années jusqu'à ce que les gens se rendent compte que l'armée, elle est là que pour servir ses propres intérêts. Et puis, on passe à un autre régime démocratique. Donc, c'est un cycle un peu vicieux qui continue, mais qui ne règle pas forcément les problèmes des pauvres, quoi, ou au moins de la population la plus démunie. Et c'est dommage de voir que ce sont les personnes les plus démunies qui payent les conséquences des choix et des choix politiques, mais aussi de la quête du pouvoir de ces militaires ou de ces hommes politiques, quoi. Donc, comment, en tant qu'Africain, comment on peut sortir de ce cycle vicieux et surtout prendre notre vie en main, quoi, surtout pour les personnes les plus démunies qui se sentent parfois sans pouvoir ni contrôle sur l'avenir de leur pays et même sur leur propre avenir. Bon, je pense que il faut une implication de tout un chacun, mais aussi il faut que nos dirigeants puissent voilà, créer tout ce qui est légitimité et renforcer, comme je l'ai dit tout à l'heure, la légitimité des institutions publiques et aussi une bonne gouvernance. Je pense que c'est la meilleure solution. Et voilà, il y a certains pays, bon, je peux dire que il y a une certaine fragilité parce que l'armée, bon, c'est des armées en fait qui sont pas républicaines, comme on le taxe de l'armée sénégalaise, parce qu'on dit toujours que l'armée sénégalaise est une armée républicaine. Donc raison pour laquelle au Sénégal, quelle que soit la situation, on n'a jamais vu de coup d'État. Mais tout ce qui s'est passé au Sénégal récemment, donc si c'était dans un autre pays, il allait avoir un coup d'État militaire. Mais heureusement. Donc là, il faut essayer de s'appuyer sur des réformes politiques qui sont inclusives pour rétablir la confiance et la stabilité dans les pays. Mais aussi l'implication de tout un chacun, que ce soit les jeunes, les femmes, voilà, et les organisations de la société civile dans la gouvernance étatique. Je pense que ça serait une bonne solution. Ouais, mais comment ces coups d'État aussi ont eu un impact sur le plan sécuritaire au niveau du Sahel? Est-ce que tu pourrais citer, par exemple, des cas d'insécurité et d'instabilité au niveau de la région de l'Afrique subsaharienne qui sont dus principalement à ces coups d'État? Par exemple, je me rappelle bien, il y a quelques mois, on parlait de la Russie qui cherchait à s'installer dans la région pour remplacer la France un petit peu. C'est comme on peut changer de maître, quoi. Mais que penses-tu de tout cela? Voilà, bon, les conflits au Sahel, je peux dire que c'est un exemple typique même de violence structurelle et de violence directe. Voilà, donc je peux prendre l'exemple du Mali. Donc le Mali est divisé en deux, malgré que voilà, il y a l'ONU qui est sortie, la mission onusienne, MINUSMA qui est sortie, aussi la mission de la France aussi est sortie du Mali, mais on voit qu'il y a la Russie qui est venue
en fait, qui est venu en support au Mali, à l'armée malienne pour pouvoir résoudre le terrorisme. Voilà, donc ça, je peux dire que c'est en fait un exemple de consolidation de paix et aussi de coopération internationale. Parce que, en fait, c'est les deux clés pour traiter ces genres de crises. Donc, le Sahel, en fait, c'est un théâtre qui est très, très complexe. Voilà, il y a des enjeux qui sont liés au terrorisme à la fois, aussi il y a la pauvreté, il y a aussi tout ce qui est changement climatique. C'est plusieurs choses qui s'entrelacent. Et pour avoir une réponse efficace, ça nécessite en fait une approche de ce qu'on appelle global. Donc, on va combiner aussi sécurité, développement économique, mais aussi résilience communautaire. Voilà, donc là, je peux dire que pour régler ce problème, en fait, il faut une implication régionale. Donc, via des mécanismes, il y a déjà le G5 Sahel qui a été mis en place. Donc, et aussi, si on peut avoir un soutien international, donc ça, qui peut être, je peux dire, repensé. Voilà. Donc, le G5 Sahel est là, mais bon, anti-guillemets. Donc, aussi un soutien international repensé. Donc, ça peut être, si c'est plus coordonné et adapté, ça peut être favorable aux besoins locaux dans la situation sécuritaire au Sahel. Donc, tu parlais tout à l'heure du retrait de la mission française et onusienne du Sahel. Qu'est-ce qui a causé ces retraits-là? Parce que moi, j'ai pas trop suivi, mais tu peux un peu aborder un peu qu'est-ce qui a causé que ces deux organes se sont retirés de la zone? Bon, je pense que c'est en fait une inefficacité même de la présence de ces missions. Je pense que c'est en fait la principale cause. Voilà, parce qu'on a vu qu'il y a une mission onusienne qui est là, en fait, en même temps il y a une mission française, mais on voit que le terrorisme continue à prospérer. Donc là, l'armée malienne, bon, a voulu prendre sa souveraineté pour aller défendre et conquérir en fait les territoires qui ont été pris par les djihadistes. Voilà. Tu parlais tout à l'heure aussi de la coopération, que pour sortir de ces crises, on est obligé de passer par des coopérations internationales. Mais est-ce que tu penses que la coopération, par exemple, Russe-Afrique, elle est une coopération gagnante? Est-ce que cette coopération va faire mieux que l'ancienne coopération entre la France et l'Afrique, quoi? Bon, je pense que, comme on dit toujours, les États n'ont pas d'amis, mais ils ont des intérêts. Mais quel que soit Alpha, ouais, ça doit être win-win. Voilà, ça doit être win-win. Parce que c'est l'approche en fait actuelle du monde. Voilà, voilà quelle que soit la situation. Mais, ouais, je suis d'accord. Mais en tout cas, il y a beaucoup de sceptisme et surtout de manque de confiance sur les Russes, sachant que bon, on connaît Poutine, on connaît un petit peu ses intérêts. Il y a beaucoup de gens qui pensent que ils viennent en Afrique pour en fait extraire nos ressources et en profiter en fait et prendre le maximum possible sans pour autant rien donner en retour, à part quelques soldats qui en résumé ne changent pas la donne sur le plan sécuritaire, quoi. Il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est pas gagnant-gagnant, mais après moi je suis pas expert, je saurais pas dire qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui n'est pas vrai, quoi. Mais d'après ton expérience, quand on voit par exemple la guerre russe-Ukraine, et surtout qu'Afrique, je pense que j'avais lu un article qui disait que la majeure partie de nos importations de blé, ça vient de la Russie. Et que dans les prochaines années, si la guerre entre Russie et Ukraine ne s'arrête pas, l'Afrique va être complètement impactée et il se pourrait qu'on subisse une grande famine au niveau du continent, quoi. Et je pense que parfois on parle de la paix, on parle de la sécurité, mais aussi il y a d'autres aspects qui entre les deux, que c'est l'aspect alimentaire, l'aspect suffisance alimentaire pour pouvoir en fait nourrir sa propre population. Est-ce que il y a un rapport entre la paix, la sécurité et l'alimentation et surtout la suffisance alimentaire du pays, et comment en fait l'Afrique peut se prémunir davantage de ces manquements-là dans l'avenir? Donc là, bon, comme vous l'avez dit, la guerre en Ukraine en fait et la Russie, ça a en fait mis en lumière même la dépendance critique même de nombreux pays africains.
donc aux importations de blé, mais aussi on a vu que même les fertilisants, donc qui proviennent de ces deux nations. Donc comme tu l'as dit tout à l'heure, sur les 55 pays du continent, il y a 33 qui dépendent à plus de 90% même de ces importations. Donc là, c'est en fait ce qui les rend extrêmement vulnérables aux perturbations donc des chaînes d'approvisionnement internationales. Donc là, de telles crises, donc quand ils sont exacerbés par des conflits extérieurs, donc cela illustre ce qu'on appelle des violences structurelles. Voilà, donc une dépendance en fait économique qui laisse les nations africaines exposées aux fluctuations internationales. Donc on va voir qu'il y a eu la hausse du prix du blé, mais aussi la chute des importations en fertilisants. Donc ça va en fait avoir des conséquences comme par exemple l'insécurité alimentaire, mais aussi ça va en fait freiner un peu les efforts de développement. Donc comme solution, donc on appelle à des stratégies plus résilientes. Par exemple, comme le fait de diversifier les sources d'importation, donc mais aussi soutenir nos producteurs locaux. Donc, parce qu'il y a des producteurs locaux en céréales, mais aussi des jeunes qui sont là, voilà, qui sont formés dans les écoles d'ingénierie, qui sont capables, voilà, de prendre en main l'aspect souveraineté alimentaire. Voilà. Et aussi, il faut qu'on essaie de mettre en place cette coopération régionale via des institutions. Déjà, il y a la CEDEAO qui est là et l'Union africaine, mais on doit aussi repenser ces coopérations régionales-là. Voilà. Donc, si on essaie un peu d'aligner tous ces efforts, donc avec des approches de consolidation de paix, donc en fait, ça va nous permettre un peu de diminuer cette dépendance-là, mais aussi de renforcer en fait la sécurité alimentaire. Voilà. Ouais, non, mais je pense que tu l'as bien dit. Et surtout, ce qu'on appelle l'autosuffisance alimentaire. En tout cas, c'est un sujet qui est en discussion depuis une belle lorette. Moi, je me rappelle bien, même quand Macky Sall avait pris en fait les rênes du pays, et il en parlait tout le temps, quoi. Mais j'ai l'impression que ça fait des années, mais malgré tout, on n'a pas eu de résultats concrets. Même nous, en tant que pays, en tant que Sénégalais, le Sénégal, je pense pas qu'on a atteint notre suffisance alimentaire. Si, je pense on est toujours dépendant des importations pour assurer en fait les besoins alimentaires de notre population. Donc, et je ne sais pas quel est le point bloquant, sachant qu'on a des terres qui sont arables dans nos pays et on a toutes les ressources. Par exemple, on vient de découvrir du pétrole et du gaz il y a pas longtemps. Donc, j'espère que dans les prochaines années, ça va changer, quoi. Inch'Allah. Bon, il faut qu'on ait juste cette volonté politique. Voilà. Il faut une volonté politique. Ouais, mais bon, tu connais Eliman, on parle de volonté politique, mais ça change pas, quoi. Peut-être quand tu seras président, ça va changer. Ouais. Inch'Allah. Peut-être, Inch'Allah, on va dire Inch'Allah, yalla barna comme on dit. Yalla barna. Et du coup, l'autre chose aussi, c'est le président américain Donald Trump qui est de retour. Je sais que ça fait beaucoup de polémiques sur les réseaux en ce moment là. Je pense que au moins on aura droit à des séances comédiques une fois par jour pour les 4 prochaines années. Que penses-tu de son retour et quel impact il pourrait avoir sur le plan économique et politique en Afrique? Ouais, bon. Trump, comme on le connaît, hein, c'est une personne qui est un peu atypique. Donc voilà, son retour, bon, je dirais que pourtant, ça moi, peut avoir parfois j'ai du mal à l'admettre, mais je suis un fan, quoi. Je suis un fan de son humour dérisoire, tu vois, de son manque de souciance, de son insouciance. Ouais. Et surtout de comment il est osé à dire des choses que les gens disent en cachette d'habitude. Lui, il le dit en public sans gêne, quoi. Effectivement. Je trouve ça drôle, hilarant. Bon, je dirais que son retour, bon, sur la scène politique, bon, ça peut avoir des répercussions majeures. Donc déjà sur le plan international, donc il a souvent adopté une approche qui est un peu unilatérale. Donc je dirais même quand le mot Donald Trump, bon, moi je le définirais comme l'imprévisibilité. Voilà, donc et son retour pourrait en fait compliquer la coopération multilatérale. Donc sur des dossiers sensibles, notamment comme le climat, le commerce, bon aussi la sécurité même mondiale. Le climat, il s'est encore retiré de l'accord de Paris, voilà, là. de Paris. Voilà, donc ça c'est en fait
Et c'est des problèmes. Donc, même en matière de paix, donc on voit que c'est un peu, il a un style politique qui a parfois exacerbé un peu les tensions. Par exemple, dans les relations avec l'Iran, aussi avec la Corée du Nord. Donc, bien qu'elle ait également amorcé des dialogues des fois inhabituels. Voilà, donc ça peut raviver des tensions ou au contraire même, je peux dire réorienter certains équilibres. Voilà, bon, sur le plan économique aussi, bon, il a connu, on le connaît en fait pour son protectionnisme. Voilà, donc ça pourrait aussi lancer des guerres commerciales, et en particulier avec la Chine, donc ce qui aurait des conséquences aussi sur en fait, les chaînes d'approvisionnement globales. Voilà, et aussi sur tout ce qui est en fait économie mondiale. Voilà, donc ça aussi c'est des choses qu'il faut prendre en compte. Et je peux dire en somme même son retour ça peut symboliser une ère d'incertitude accrue. Donc tant pour la paix mondiale que pour l'économie globale. Mais bon, on laisse le temps faire son parcours. Ouais, ouais. Et je pense que là, on se retrouve dans un moment historique et surtout si on regarde le conflit Ukraine-Russie et Israël-Palestine, parce que je sais que le Mhm. président ukrainien, il a vraiment peur du mec parce que lui, il était très proche avec l'ancien président Joe Biden qui lui octroyait Mhm. des financements et des ressources matérielles militaires pour contrer les Russes. Et là, il y a un changement qui fait que on ne sait pas si Donald Trump. En tout cas, on sait qu'il est plus proche à Poutine que Zelensky. Mhm. Et ça peut changer la donne de la guerre entre les deux pays-là, quoi. Mhm. Ce qui aura un impact aussi sur le plan européen, mais aussi sur le plan sécurité internationale. Mhm. Et pareil aussi avec Israël et Palestine. Je pense que et le Trump, il est plus pour Israël que Palestine. Et déjà, cette guerre a connu beaucoup de décès, beaucoup de morts. Mhm. Je pense qu'il est temps que ça s'arrête, mais je pense pas que Trump va faire sorte que ça s'arrête, quoi. Surtout s'il s'arrange à côté des Israéliens. Effectivement. Bon, Mm. bon, par rapport au conflit Israël-Palestine, je pense que c'est un conflit qui est en fait l'exemple même de conflit prolongé, là où la paix même reste en fait entravée par les causes qui sont à la fois historiques, politiques, mais aussi il y a des causes structurelles même profondes. Donc, on voit qu'il y a toujours des violences directes. Donc, par exemple, tout ce qui est bombardement, il y a aussi des attaques. Mais aussi, il y a une violence structurelle. Donc, tout ce qui est occupation, restriction de mouvement, privation des ressources essentielles. Donc là, déjà, on voit que l'aspect paix même est menacé et dans toutes ces phases. Que ça soit la phase paix positive, que ça soit la paix positive, paix négative. Voilà. Et il y a eu des efforts de paix qui sont faits. Et ces efforts de paix, bien qu'importants, donc ça reste inefficace. Parce qu'il y a en fait, comme tu l'as dit tout à l'heure, il y a une faute de volonté politique internationale unifiée. Donc, il y a Israël, donc les États-Unis qui sont derrière Israël, et les Nations Unies aussi, et d'autres acteurs, eux, ils sont là aussi pour appeler à d'autres approches. Donc, il y a tout ce qui est diplomatie préventive, il y a des médiations qui sont faites, il y a aussi, voilà, tout ce qui est justice sociale pour briser ce cycle, mais c'est difficile. Donc, pour moi, en fait, la solution pour ces différents conflits, que ce soit ukrainien, que ce soit les conflits entre l'Israël et la Palestine. Donc, en fait, ça réside dans une paix positive. Donc, mettre en place un processus, en fait, qui va garantir les droits fondamentaux, que ce soit des Palestiniens, que ce soit des Israéliens. Mais aussi, ça va un peu inclure l'accès aux ressources, mais aussi la liberté de mouvement et aussi la sécurité. Donc là, en fait, on va mettre en place des initiatives qui sont locales, et aussi que ça soit des dialogues, mais aussi tout ce qui est efforts régionaux. Voilà, donc pour renforcer et promouvoir un processus qui sera en fait inclusif, mais aussi durable. Voilà, donc le conflit-là a eu beaucoup, beaucoup de dégâts. Donc il faut au moins que ça cesse. Voilà. Oui, on est parfaitement d'accord. On est parfaitement d'accord. Mais après, la question qui se pose, c'est que si le rôle des Nations Unies, bon, si l'une des raisons pour laquelle ça a été créé, c'était pour empêcher en fait la guerre entre les pays et de Mhm. favoriser la paix. Mais est-ce que cette mission régalienne de l'ONU, est-ce que en fait elle est atteinte? Est-ce que l'ONU vraiment joue son rôle? Est-ce qu'il est
efficace, il est efficace dans ces missions-là, quoi. Parce que la question se pose, en fait, parce qu'on a toujours des conflits. L'ONU, parfois, a du mal à imposer son veto sur certains accords, sur certaines propositions. Et on est là dans un monde où on est plus divisé que jamais. Il y a des camps qui se carrent. Donc, au final, on se dit, alors, l'ONU, ça sert à quoi, alors? Effectivement. Donc, bon, je pense que l'ONU, comme tu l'as dit tout à l'heure, l'ONU, bon, son structuration, a bien mis en place tous les mécanismes pour mettre en place un monde qui est pacifique. Donc, déjà, avant même d'entrer dans un conflit, il y a ce qu'on appelle le jus ad bellum. Voilà, le jus ad bellum, c'est la loi, ce qu'on appelle la loi de la guerre. Donc, avant d'entrer dans la guerre même, il y a, par exemple, le recours à la force. Et c'est quelque chose qui est banni par les Nations Unies. Et il y a seulement 2 exceptions. En cas de légitime défense, mais aussi si par une résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies. Mais dans la plupart des cas, on voit que des conflits éclatent sans le respect même de ce nombre de droits internationaux. Voilà. Et là, en fait, on va rentrer dans un cycle de droit international humanitaire et pour un peu respecter les moyens et les méthodes de guerre. Et en fait, il y a ce qu'on appelle le droit pénal international qui va punir tous les acteurs qui ont violé, qui ont fait des violations pendant les conflits. Déjà, l'ONU a mis en place tous ces mécanismes-là. Mais malheureusement, on voit que des fois, c'est des mécanismes qui font défaut, en fait. Et la raison, c'est plus profonde que l'aspect, en fait, global même de la question. Donc, bon, je pense qu'il faut que les États puissent repenser à pacifier ce monde. Voilà. Donc, chacun a son rôle à jouer. Mais l'ONU, je pense qu'il fait de son maximum. Voilà. Mais bon, il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Ça doit être ça, alors. Ouais. Et du coup, avec l'Académie de la paix, ton organisation, l'Académie de la paix, est-ce que tu peux parler un petit peu de ce que tu fais avec cette académie et quel est le rôle que les jeunes peuvent jouer dans la promotion de la paix et de la sécurité? Bon, pour l'Académie de la paix, donc, je dirais que c'est une organisation à but non lucratif, donc qui est spécialisée dans tout ce qui est paix et sécurité, aussi droits de l'homme. Donc, on fait des activités de formation sur ces questions-là, donc de sensibiliser. Récemment même, on a organisé le 21 septembre 2024 le Forum national des jeunes pour la paix et la sécurité. Donc, qui a réuni en fait plus de centaines de jeunes qui sont venus dans les différentes localités du Sénégal pendant une journée pour les sensibiliser sur les défis et les priorités en matière de paix et sécurité. Je pense que les jeunes, ils ont leur rôle à jouer dans tout ce qui est... En fait, il ne doit pas être seulement des gens qui, je peux dire même, qui subissent, mais ils doivent être des acteurs dans tout ce qui est paix et sécurité. Et là, il y a l'agenda paix et sécurité des Nations Unies qui a été mis en place et voilà, qui est en train d'être mis en exécution dans les différents pays. Donc, il va nous permettre, en fait, nous, en tant qu'organisation, de faire aussi notre mission pour les jeunes en particulier, voilà, dans la matière de paix et de sécurité. Mais je peux dire que la jeunesse, en fait, c'est une bombe en retardement. Donc, on doit les utiliser à bon escient pour ne pas que ça devienne, en fait, je peux dire même, c'est quelque chose qui attise même des tensions. Voilà, comme ça se passe dans les différents pays. Et l'autre question et j'ai hâte d'avoir ton point de vue sur ça parce que si la réponse elle est négative, alors on est foutu, quoi. Ouais. Est-ce que tu es optimiste ou pessimiste par rapport à l'avenir? En tant que quelqu'un qui a connu la guerre qui a été déployée, qui connaît les rouages, les tenants et les aboutissants de la sécurité internationale, de la politique et du droit international, du droit humanitaire, est-ce que tu es optimiste ou tu es pessimiste? Donc, moi, je peux dire que je suis optimiste par nature, quoi. Parce que moi, j'ai l'esprit de Rastafari, comme je l'ai dit tout à l'heure.
Voilà. Donc, comme il y avait un règlement qui disait que these are some serious time. All I can see around us is just violence and crime. Full time for us to centralize, socialize, and realize. To let the sunshine throughout the peaceful night, these are 7 time rise and 7 time fall. But I don't really believe in those falling things at all. Because life continues as it goes. Moi, c'est cet état d'esprit-là que j'ai. Voilà. Toujours qu'il peut y avoir des choses positives ou négatives, mais la vie continue. Donc, il faut qu'on positif pour pouvoir aller de l'avant. Ouais, pour toi, la vie est un cycle, quoi. Du genre, après l'été, il s'en suivra l'automne, après l'hiver, après le printemps et l'été, le cycle continue, quoi. Après, quand tu es en Effectivement. quand tu es en train de passer un été très chaud avec des canicules, tu as l'impression que cet été-là est l'été le plus lourd de tous les temps. Mhm. Mais ça va passer. Ça va Et passer. après, l'hiver va venir. Tu auras Va venir, ouais. l'impression que c'est l'hiver le plus fort de tous les temps, mais ça va passer, quoi. Pour dire que parfois, ouais, quand on vit des moments difficiles, on a l'impression de descendre dans le trou d'un gouffre Mhm. infini et illimité, mais c'est pas forcément la réalité. Il faut juste savoir s'accrocher et garder l'espoir Mhm. et la foi pour un avenir meilleur, quoi. Ouais, c'est ça. Non, c'est bien, c'est bien. Et j'ai juste quelques questions personnelles avant qu'on boucle. Dans le podcast, d'habitude, on fait deux sections. La première section, c'est vraiment pour découvrir l'invité, son expertise, pour partager ses expériences, ses principes de vie, des outils qui peuvent en fait aider les auditeurs et les spectateurs. La deuxième section, c'est vraiment une section de rétrospection et introspection où on pose des questions personnelles pour montrer aux gens qui nous écoutent et qui nous regardent que personne n'est parfait et que on a tous connu des échecs et que ça fait partie du chemin de la réussite, quoi. Donc, j'ai juste quelques questions. Par exemple, est-ce que tu as connu un échec particulier qui t'a marqué et qu'est-ce que tu as appris de cet échec-là? Ouais, bon, en tant que jeune, donc je peux dire que j'ai connu un échec. C'est en fait dans la phase de transition, quand j'ai quitté un peu les couleurs. Et aller, donc dans cette phase-là, j'avais beaucoup de projets. Mais bon, les projets n'étaient pas structurés et j'avais mis beaucoup d'argent. Je peux dire même toutes mes économies dans ces projets-là. Et malheureusement, le Covid est venu, donc tout est parti en fait à l'eau. Voilà. Mais malgré cela, j'ai pas baissé les bras. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut toujours pouvoir réarticuler. Donc, si on prépare bien ces projets, donc dans la phase exécution, quelle que soit la nature de l'échec, donc on pourra réarticuler. Donc, j'ai eu à réarticuler, voilà, et persévérer jusqu'à ce que voilà, j'ai un peu changé de cap. Bon, j'ai créé mon entreprise. D'abord, je me suis lancé dans l'agripreneuriat. En même temps aussi, comme je suis spécialiste en matière de paix et sécurité, donc aussi j'ai créé ma structure Xam Consulting. Voilà, donc c'est en fait l'échec même qui m'a permis en fait de me relever, voilà, et d'aller de l'avant, quels que soient les défis et les obstacles qui sont devant moi. Hmm. Ouais, super, super. Et quelle est la plus grande leçon que tu as apprise de ta vie, quoi, suite, malgré toutes ces expériences dans lesquelles tu as eu à participer, est-ce que si tu devais résumer tout ça en une grande leçon de vie, quelle leçon donnerais-tu, quoi? Bon, ce que je peux dire, c'est en fait, dans la vie, il faut être humain, l'humanité. C'est très important. Je ne sais pas si les gens connaissent cette notion d'humanité, mais c'est quelque chose qui peut aider dans la vie. Voilà, donc on doit toujours essayer voilà, dans nos activités, que ça soit personnel ou bien professionnel, d'intégrer cette notion d'humanité-là. Et c'est quelque chose qui va, en fait, sur le plan spirituel et sur le plan professionnel, nous aider à aller de l'avant. Voilà, et d'avoir un bon cadre de vie. Voilà. Hmm. Ouais, ouais. Et est-ce que t'as un mentor? Qui a été ton plus grand mentor, quoi, qui t'a influencé, impacté positivement?
Bon, mon plus grand mentor, c'est ma grand-mère maternelle. Donc, c'est elle qui m'a, je peux dire, voilà, non, c'est ça, quand je parle d'elle-même, bon, je peux dire que même l'émission peut s'arrêter. Parce que voilà, c'est une personne qui m'a façonné, qui a fait de moi l'homme que je suis devenu. Donc, moi, je peux dire même, des fois, en fait, je parle à des amis, je leur dis que j'oublie, je me souviens même du premier jour où ma grand-mère m'a amené à la préscolaire. J'ai toujours ce souvenir, malgré ça a fait peut-être plus de 20 ans, mais j'ai toujours ce souvenir en moi. Et c'est une personne qui a dans son vécu, bon, j'apprenais ce qu'on appelle par l'imitation. Donc je voyais tous ses faits et gestes, voilà, son comportement, ses attitudes, voilà, ses rapports avec les gens, que ça soit dans le quartier ou bien dans le cadre professionnel. Donc toujours, elle mettait en avant l'aspect solidarité. Voilà, et solidarité. C'est pourquoi même, c'est elle-même qui m'a inculqué même cette notion d'humanité. Voilà, raison pour laquelle j'ai fait mon plus grand mentor. Et toujours, malgré que elle est décédée en septembre 2019, mais elle est toujours présente avec moi. Donc c'est ma plus grande force en fait. Ouais. En tout cas, paix à son âme, ça se voit qu'elle était une personne exceptionnelle. Et je suis sûr que tu continues de bien la représenter et de bien en fait faire passer toutes ces belles leçons de vie et d'humanisme qu'elle t'a apprises, quoi. En tout cas, c'est bien. Donc, shout out à notre grand-mère. Et est-ce que tu as des personnes ou des livres à recommander pour les gens qui nous écoutent et qui nous regardent? Ouais, bon. Moi, pour un livre, je dirais, il y a un livre, bon, que j'ai eu à lire. Et ce livre-là, en fait, je l'utilise même dans toutes mes activités. C'est L'art d'être chef. L'art d'être chef. Je pense C'est que... écrit par qui? Tu connais l'auteur du livre? Voilà, l'auteur, c'est Gaston Courtois. Gaston Courtois, Gaston. L'art d'être chef. C'est un très bon livre. Je mettrai le lien Amazon dans les show notes pour les gens qui sont intéressés. C'est un très bon livre. Ça permet à tout un leader, que ce soit un leader militaire, que ce soit les chefs d'entreprise, voilà, les leaders communautaires, de pouvoir avoir un guideline pour être un bon leader. Voilà. Et pouvoir même diriger des personnes. Voilà. C'est un beau livre qui est très intéressant en fait. Super. Et est-ce qu'il y a des personnes ou des personnalités qui t'ont influencé à recommander, par exemple, dans le domaine de la sécurité ou paix ou dans la vie de manière générale, quoi? Bon, dans la vie de manière générale, bon, moi, pour qu'une personne puisse m'influencer, c'est pas facile. La seule personne qui m'a influencé, dis un militaire. C'est pas surprenant quand ça vient par un militaire. Parce que bon, l'influence. Quand ça vient d'un militaire, c'est pas surprenant. Voilà, en fait, l'influence que les gens font, des fois, c'est des leurs, quoi. Bon, voilà, c'est des leurs, en fait. Bon. Ok. C'est la première fois que quelqu'un me donne cette réponse-là. J'ai posé cette question à plus de 100, 102, 104 personnes. Personne ne m'a jamais donné cette réponse que tu viens de me donner là. C'est fou les militaires, vous là. Il faut toujours que vous vous démarquiez des autres, quoi. Ouais, c'est ça. Et dernière question, c'est quelle influence aimerais-tu laisser dans ce monde? Bon, l'influence que j'aimerais de laisser dans ce monde, c'est quand comme on dit, ma seule présence est pour les hommes avec qui je suis, pour qu'ils puissent s'adonner à la cause commune. Donc, quand je remplace présence, le mot présence par souvenir, alors que les gens vont dire que je suis un grand homme. Donc, le fait d'être un grand homme, voilà, c'est ça que je veux laisser en souvenir à mes pères. Voilà. En tout cas, mon cher, ce fut vraiment un honneur. J'ai beaucoup appris de cet épisode. Je ne sais pas si on a abordé tous les sujets, mais s'il y a jamais un sujet que tu aimerais qu'on aborde, qu'on n'a pas encore abordé, je te laisse la parole. Comme ça, on peut en parler et après, tu pourras faire ton dernier mot pour les gens qui nous écoutent et qui nous regardent, mais aussi sur comment les gens pourront entrer en contact avec toi
et qui seront intéressés potentiellement aussi par les formations de sécurité, de paix et de droit humanitaire que tu organises d'habitude. Voilà, bon, je pense que bon, on a fait un peu un tour d'horizon des différents points. Voilà, donc je pense que le débat est très intéressant. On peut être là jusqu'à demain à discuter. Ah oui, c'est sûr. C'est sûr. Voilà, c'est sûr. ça. Bon, pour le mot de la fin, donc je suis très heureux de participer à cette émission. Voilà, comme en tant que peacepreneur, je peux dire, un entrepreneur de la paix. Voilà, donc les gens qui veulent me contacter, donc c'est Eliman Sall. Donc je suis le fondateur de Khamkham Consulting. Donc Khamkham Consulting, c'est un cabinet de consultance, de formation et d'expertise. Donc on est spécialisé dans tout ce qui est droit de l'homme, droit international humanitaire, opération de secours humanitaire, coordination civilo-militaire, géopolitique, géostratégie. Donc, tous ceux qui veulent avoir des services de formation, d'expertise et de consultance, ils peuvent nous consulter. Je ne sais pas si je peux donner le numéro, etc. Oui, comme tu veux. Voilà, donc mon contact c'est plus 221 77 357 03 41. Le mail c'est khamkhamconsulting@gmail.com. Donc, pour les gens qui veulent nous contacter pour des services. Voilà. Aussi, il y a l'Académie de la paix qui est là, donc qui est une organisation. Donc, dans l'horizon, on va mettre en place des programmes et on lance un appel ici aux partenaires. Donc, qu'ils viennent, pour qu'ils puissent nous appuyer pour qu'on puisse mettre en place des programmes pour les jeunes dans les différentes régions du Sénégal, mais aussi même aller au-delà même du Sénégal pour représenter nos pays dans l'aspect jeunesse, paix et sécurité. Voilà, donc je vous remercie. Non, je mettrai tous les liens là, je mettrai le contact et j'ai aussi ton lien pour ta page LinkedIn et aussi ton email, je mettrai tout ça dans les show notes. Donc pour les gens qui nous écoutent et qui nous regardent et qui sont vraiment des habitués et des personnes régulières de ce podcast, n'hésitez pas à checker Eliman sur LinkedIn. Et surtout, en fait, vous familiariser avec ces différentes formations, ces différentes activités, que ce soit Peace Academy ou le cabinet de consulting à Khamkham. Je pense que au Sénégal, d'habitude, on a grandi dans la paix, on connaît que la paix, que parfois on prend certaines choses pour acquises, mais je pense que ce qu'on a, c'est quelque chose de noble et de valeureux. Et c'est quelque chose aussi qu'on doit battre pour préserver et pour maintenir, quoi. Donc, continuons de travailler sur notre humanisme, sur notre gentillesse et surtout sur notre compréhension de la paix et de la sécurité et de ce que ça implique. Et je pense que le travail que Eliman est en train de faire, c'est vraiment un travail qui va dans le sens de sensibilisation et de consolidation des acquis qu'on a déjà dans notre pays et dans notre culture, quoi. Donc, c'est pour ça que je valorise vraiment tout ce qu'il fait. Donc, n'hésitez pas à le contacter. Et c'est fut un plaisir, Eliman. En tout cas, nous, on est là. Si on peut être utile dans l'avenir sur quoi que ce soit, n'hésite pas. Et dans l'avenir aussi, si tu as d'autres projets ou des trucs qui sont en cours de déploiement que tu aimerais partager avec nous ou à travers notre réseau, avec plaisir, Inch'Allah. Inch'Allah. Ça sera un grand plaisir. Merci beaucoup. Merci. Allez les gars, à la prochaine. En attendant, soyez uniques, soyez légendaires. Peace and love. We out. Bye.